Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une version particulière des 10 histoires les plus mystérieuses. Aujourd'hui, on va avoir une version qui est consacrée au paranormal. Je vais vous présenter 10 histoires où vous allez découvrir l'origine de la hantise de certains lieux. Certaines histoires assez étranges, mais ayant toujours un attrait avec le monde du paranormal. J'espère que ça vous plaira. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un j'aime et à vous abonner à la chaîne. Retrouvez-moi aussi sur Instagram @KenTV que je vous affiche juste ici si vous souhaitez voir un peu les coulisses, ma petite vie, etc. C'est avec plaisir que je vous partage tout ça. Donc si vous souhaitez voir un peu l'envers du décor, n'hésitez pas à aller faire un petit tour. J'avais dit ça pour la dernière vidéo que j'ai sortie. Je vais le dire encore pour cette vidéo, ça s'applique ici aussi. Dans cette vidéo, il n'y aura pas d'image d'illustration issues de banques d'images pour illustrer. On n'aura que des photos réelles des lieux ou en lien avec les histoires. On va principalement parler de faits, donc j'ai tenu à avoir le plus d'images qui soient en lien direct avec les histoires que je vais raconter. J'espère que ça vous dérangera pas. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires d'ailleurs, si ça vous va ou pas. Je m'adapterai en fonction. Et si maintenant vous êtes prêts, bien installés, on est parti pour voir ensemble nos 10 histoires paranormales les plus mystérieuses. Dans la lumière dorée de Coronado, en Californie, il existe un hôtel qui ressemble à une carte postale, mais dont certains couloirs paraissent plus froids que la mer qui l'entoure. L'hôtel d'El Coronado. Un refuge luxueux, une façade élégante, promesse de repos, qui traîne depuis plus d'un siècle une rumeur tenace. Celle d'une femme qui n'aurait jamais vraiment quitté les lieux. On l'appelle Kate Morgan. En 1892, c'est là qu'elle franchit les portes de l'hôtel. Une femme seule, discrète, soignée. Ceux qui la croisent la décrivent plus tard comme très digne, presque irréprochable, mais avec ce détail qui dérange. Un regard absent, une tristesse assez lourde pour être ordinaire, et surtout, un nom qui n'est peut-être pas le sien. Kate réserve sous un alias, comme si elle voulait s'effacer avant même d'avoir disparu. Avant d'arriver ici, sa vie n'avait rien d'un conte. Kate vient de l'Iowa. Sa mère meurt lorsqu'elle n'est encore qu'une enfant et elle grandit sous l'autorité d'un grand-père sévère. Elle devient adulte, tente de construire quelque chose et elle se marie en 1885. L'année suivante, un drame la fracasse. Son bébé ne survit pas et dans la foulée, son mariage se délite, se fissure. Puis, il y a une autre rencontre. Un homme, une passion, une échappée. Mais même cette parenthèse porte une ombre. La relation est compliquée, presque scandaleuse et finit par se briser elle aussi. Quand Kate se retrouve sur la côte ouest, on a l'impression qu'elle n'est pas venue chercher des vacances, mais un endroit où se taire. Au Coronado, elle vit presque recluse. Pendant l'essentiel de son séjour, elle reste dans sa chambre, comme si le monde extérieur lui était devenu insupportable. Son seul lien régulier, une employée qui s'occupe de ses demandes, du service, des petites choses du quotidien. À force de passage, une proximité s'installe et Kate se confie. Elle affirme être gravement malade. Elle parle d'une tumeur, d'une faim impossible. Elle raconte aussi qu'elle attend son frère, un médecin, qui devrait la rejoindre pour l'aider. Le genre d'histoire qu'on raconte quand on n'a plus envie que les gens posent des questions. Sauf qu'il y a un problème. Kate n'a pas de frère et encore moins un frère médecin. Des années plus tard, dans les années 1980, un chercheur du nom d'Alan May rouvre le dossier et propose une autre lecture. Kate aurait inventé cette histoire. Elle aurait été enceinte et celui qu'elle attendait n'était pas un frère, mais son mari dont elle était séparée. Un rendez-vous secret, une dernière tentative, peut-être une promesse qui ne vient jamais. Après plusieurs jours sans nouvelles, Kate quitte enfin sa chambre. Elle sort en ville, elle achète une arme et puis elle retourne à l'hôtel. Le lendemain, on la retrouve sans vie. Les autorités concluent rapidement à un geste désespéré. À l'époque, tout semble logique. Elle paraissait profondément abattue, elle ne s'était disputée avec personne, donc il n'y avait aucun suspect évident. Aucune raison claire d'imaginer une autre piste. Et l'arme est là, tout près d'elle. Mais voilà le détail qui laisse perplexe. Le projectile extrait lors de l'enquête ne correspondrait pas au calibre de l'arme retrouvée. Pas la même munition alors, pas la même histoire. Comme si la scène avait été nette mais pas vraie. Comme si la conclusion avait été simple parce qu'on avait besoin qu'elle le soit. Alors qu'est-il arrivé réellement à Kate Morgan? La question reste suspendue, incomplète. Et peut-être que c'est précisément pour ça que dans les récits de l'hôtel, elle n'a jamais terminé son séjour. Car depuis cette nuit, les témoignages s'accumulent. Des portes qui s'ouvrent seules, doucement, comme si quelqu'un passait sans bruit. Des objets qui se déplacent sans raison. Des odeurs soudaines, inexplicables, comme un parfum ancien qui traverse un couloir, puis s'éteint.
Certains affirment même avoir aperçu une femme, une silhouette silencieuse, comme une présence fugace au détour d'un étage. Avec le temps, les phénomènes se modernisent. Des télévisions qui grésillent, qui changent de chaîne, qui s'éteignent au pire moment, comme si quelque chose s'approchait, invisible, et perturbait l'air autour. Et ce n'est pas seulement une chambre ou un couloir, on dit même que la boutique de souvenirs est devenue un point chaud. Des incidents suffisamment nombreux pour nourrir la légende, des objets qui tombent comme repoussés, parfois au moment exact où quelqu'un parle d'elle. Aujourd'hui encore, des visiteurs viennent du monde entier simplement pour sentir l'endroit. Certains demandent la chambre, celle où Kate a passé ses derniers jours. Ils veulent dormir là, une nuit, comme on touche un mythe du bout des doigts en se persuadant que, cette fois, il ne se passera rien. Mais si l'histoire de Kate Morgan fascine autant, c'est peut-être parce qu'elle ressemble à une porte restée entrouverte. Une femme arrivée sous un faux nom, une attente, un rendez-vous manqué et une mort au goût d'énigme. Derrière tout ça, il y a aussi cette idée qui dérange. Et si elle n'était pas là pour effrayer, mais pour rappeler qu'on ne l'a peut-être jamais vraiment écoutée? Parce qu'au Coronado, certains disent encore une chose: faire attention à ce que l'on demande quand on réserve une nuit dans la chambre où tout s'est passé. Car on ne sait jamais vraiment qui peut répondre à l'appel. Il y a des hommes dont la vie ressemble à une légende officielle. Une biographie bien écrite, bien rangée, des dates propres, des médailles et une fin paisible, et puis plus rien. Eugène Hazakar fait partie de cela. Général de l'Union pendant la guerre de sécession, décoré au plus haut niveau, figure respectée, il commande plus tard des postes militaires dans l'Ouest américain, puis se retire au tournant des années 1890. Il atteint un âge avancé, s'éteint au début du XXe siècle. Sur le papier, l'histoire d'un soldat qui a tout donné et qui, enfin, trouve un repos bien mérité. Sauf que certains affirment que ce repos n'a jamais existé, parce qu'au-delà de la version officielle, une autre histoire circule, une histoire qui commence loin des champs de bataille, loin des uniformes, dans un quartier tranquille du Missouri, à l'été 2001. À ce moment-là, Steven Lachance, enquêteur passionné par le paranormal, cherche simplement un nouveau départ. Il est père célibataire, avec 3 fils, et leur appartement est devenu trop petit. Quand il tombe sur une maison ancienne, en bon état, spacieuse, presque idéale, ils ont l'impression de tomber sur la bonne opportunité. Le genre de maison qui semble attendre une famille. Mais il y a un détail, un seul, qui sonne faux. La propriétaire refuse de le rencontrer sur place. Elle insiste pour un rendez-vous dans un café, comme si elle ne voulait pas remettre les pieds dans la maison. Lachance signe tout de même, dépose l'argent, récupère les clés, et à ce moment précis, il remarque l'expression de la femme. Un soulagement étrange, pas la joie banale de louer un bien, plutôt l'air de quelqu'un qui vient de se débarrasser d'un poids. Les premiers jours, rien d'anormal. Puis la maison commence à parler sans mots. D'abord, ce sont les voisins. Dans la rue, les gens évitent la propriété comme on peut éviter une flaque d'eau sale. Certains traversent carrément pour ne pas passer devant, et quand Lachance tente un signe de la main, on détourne le regard, on fait comme si on ne l'avait pas vu. Ce n'est pas de la froideur, c'est autre chose, une gêne, une peur qu'on ne veut pas partager. Lachance s'en rend vraiment compte le jour où l'un de ses enfants remonte du sous-sol, en courant, livide, tremblant, incapable d'expliquer correctement. Juste une phrase répétée, affolé. Quelque chose de grand le poursuivait. Lachance descend. Il ne voit personne, rien, pas de bruit, pas d'ombre. Mais son fils est dans un état qui ne trompe pas, ce n'est pas un jeu. La peur est trop brutale, trop réelle, au point que l'enfant n'a même pas réussi à se retenir. Et à partir de là, les phénomènes s'enchaînent. Des lumières qui s'allument seules, des frissons glacés qui traversent une pièce, sans courant d'air, sans raison, des objets qui bougent, qui changent de place comme si quelqu'un passait derrière vous et s'amusait à dérégler le décor. Une agitation diffuse, insaisissable, comme une présence qui s'installe et qui teste les limites. Puis vient le moment où Lachance, lui, ne peut plus se convaincre que ce n'est rien. Un jour, la famille est assise dans le salon, devant la télévision. Les enfants regardent l'écran, tout paraît normal, et Lachance capte un mouvement du coin de l'œil, juste derrière eux. Il tourne la tête, et là, il voit une silhouette, une forme humaine, oui, mais pas un corps. Plutôt une masse sombre en rotation, comme une fumée compacte, un noir épais qui se tord et se rassemble. La chose est si proche qu'il perçoit quelque chose de pire que l'image. Une respiration irrégulière, râpeuse, comme si l'air lui-même peinait à passer. Il ne crie pas, il ne bouge pas brutalement. Pour ses enfants, il reste calme. Il fixe la silhouette 1 seconde, 2 secondes, et elle disparaît. Pas en reculant, pas en s'éteignant, elle saute hors de la réalité comme si elle n'avait jamais été là. Mais Lachance a compris, la maison n'est pas vide. Il décide de partir sur le champ,
discrètement, sans déclencher de panique. Ils proposent aux garçons d'aller chez leur grand-mère. Ils sont contents, ils obéissent. Ils prennent quelques affaires, sortent et ferment la porte. Mais au moment exact où ils quittent le seuil, un son explose derrière eux. Un gémissement long, violent, désespéré. Pas un craquement, pas un bruit de tuyau, un cri comme une plainte arrachée à quelqu'un qu'on fait souffrir. La chance l'entend, ses enfants l'entendent et les chiens du voisinage se mettent à aboyer en même temps comme si toute la rue venait d'être frappée par la même onde. Ils courent vers la voiture, ils démarrent et juste avant d'atteindre la rue, l'un des fils se retourne et hurle que la chose du sous-sol les regarde. La chance freine, jette un coup d'œil. Dans une fenêtre, il aperçoit la même présence sombre, immobile comme un guetteur. Il accélère et cette visite chez la grand-mère, qui devait durer une nuit, se transforme en une semaine entière. Pendant cette pause forcée, la chance appelle la propriétaire. Il veut savoir qui vivait là avant. Pourquoi les voisins évitent la maison? Pourquoi elle refuse d'y retourner? Il apprend alors une série de départs précipités. Des locataires qui abandonnent tout. Une jeune femme persuadée d'être suivie par l'esprit de son père. Un autre occupant tellement terrifié par ce qu'il a vu qu'il s'enfuit en pleine nuit sans revenir. La maison, visiblement, ne garde personne bien longtemps. Et la chance, parce qu'il connaît ses récits, parce qu'il a l'habitude de ce genre de dossier, refuse de fuir sans comprendre. Il retourne sur place avec ses fils à contre-cœur. À peine entré, tout recommence. Porte qui claque, porte qui s'ouvre, objets qui bougent et parfois, détail plus inquiétant encore, comme si la structure entière vibrait, comme si la maison elle-même frémissait sous une colère silencieuse. Très vite, il n'est plus question d'enquêter, il faut juste sortir. Il décide de partir une seconde fois. La chance monte chercher ses enfants et découvre que les portes des chambres sont bloquées comme scellées. Il force, tire, lutte, guidé par l'adrénaline, jusqu'à réussir à les ouvrir. Il attrape les garçons, ils fuient et reprennent la voiture. Sur la route, une intuition le frappe. Ce besoin viscéral de vérifier une dernière fois. Il s'arrête, se retourne. Dans les fenêtres, il distingue une forme noire qui se déplace de pièce en pièce. Comme si elle cherchait quelque chose, comme si elle les cherchait eux. Cette fois, c'est terminé. La chance déménage ses enfants chez sa mère, puis revient récupérer leurs affaires, mais pas seul. Il prend son frère avec lui. Le jour est clair, pourtant l'angoisse est la même. Pendant qu'ils rassemblent ce qu'ils peuvent, son frère a une idée, prendre une photo. Un souvenir, une preuve peut-être. La chance n'est pas convaincue, mais la photo est prise. Et quand elle est développée, un détail surgit derrière lui. Sur l'image, la silhouette nette d'un homme en tenue du 19e siècle. Pas une ombre floue, pas une tache, un homme au visage fermé, dur, presque furieux. Une recherche rapide sur internet fera le reste. L'apparence correspond à un ancien propriétaire, un militaire connu, Eugène Azakar. Et là, une question devient impossible à ignorer. Si ce général a une vie honorée, une retraite tranquille, une mort paisible, qu'est-ce qui, dans ces dernières années, aurait pu laisser une telle trace? Pourquoi hanter une maison un siècle plus tard avec une présence qui respire comme une bête et crie comme une douleur? Peut-être que la vérité, celle qui manque, n'a jamais été écrite dans les livres d'histoire. Et peut-être que, dans cette maison du Missouri, quelque chose continue de la répéter à sa manière. Il existe, dans le Kentucky, un endroit où la musique devrait couvrir le reste. Un bar de country, des néons fatigués, des rires, des verres qui s'entrechoquent. Un lieu comme tant d'autres, en apparence. Sauf que celui-là a une réputation qui colle à la peau. On l'appelle Bobby McKee's Music World, à Wilder. Et si certains jurent que l'endroit est chargé, ce n'est pas seulement parce que les gens aiment se raconter des histoires dans les bars. C'est parce qu'avant d'être une scène, avant d'être un lieu de fête, le bâtiment a connu une autre vie, bien moins glamour. Au milieu du 19e siècle, on y traitait de la viande, on y abattait des animaux régulièrement, et avec le temps, la rumeur a pris une forme plus sombre. Ce terrain aurait aussi été marqué par un drame humain, ancien, brutal, impossible à oublier. Vers la fin des années 1890, une jeune femme, Pearl, âgée d'une vingtaine d'années, se retrouve au cœur d'une histoire de jalousie et de manipulation. Les récits évoquent un triangle amoureux, une grossesse puis une décision prise dans la précipitation, une intervention clandestine qui tourne mal. Ce que les détails laissent entendre, c'est surtout une fin tragique, suivie d'une tentative désespérée d'effacer les traces. Le corps est retrouvé, mais une partie essentielle ne le sera jamais, et les responsables, rapidement arrêtés, sont exécutés l'année suivante. Dans l'esprit de beaucoup, ça aurait dû s'arrêter là. Mais c'est précisément à cet endroit que la légende commence. Certains affirment que Pearl et les deux hommes impliqués dans l'affaire n'auraient jamais quitté les lieux. Plus tard, dans les années 1950, le bâtiment change encore de visage. Il devient bar,
puis casino, et un autre drame vient s'ajouter aux couches déjà épaisses du passé. Une jeune danseuse, Johanna, se donne la mort après la disparition violente de son compagnon, un artiste du lieu. Là encore, les récits varient mais la conclusion reste la même. À force d'accumuler des histoires inachevées, le terrain ressemble de plus en plus à une terre qui retient ce qu'elle a vu. Quand Bobby McKee achète l'endroit à la fin des années 1970, son but est simple: faire vivre un honky-tonk, maintenir une tradition, pas enquêter sur des fantômes. Sauf qu'elle n'a pas acheté qu'un bar. Dès la première visite, sa femme, Janet, ressent quelque chose qui la met mal à l'aise. Pas une peur hystérique, plutôt une impression froide, presque instinctive, comme si le bâtiment avait une humeur et que cette humeur n'aimait pas être dérangée. Avant même que l'achat soit finalisé, un détail les frappe. Une porte s'ouvre toute seule, lentement, alors qu'ils sont censés être seuls. Bobby plaisante, cherche une explication rationnelle, il tente de dédramatiser. Il entraîne Janet de l'autre côté, appelle, vérifie, personne. Il hausse alors les épaules comme si l'humour pouvait suffire à repousser l'étrange. Et puis l'étrange se rapproche. Un jour, Bobby monte sur scène. Il imagine déjà le public, les projecteurs, le bruit. La salle, dans son esprit, se remplit. Et c'est là que Janet l'entend crier. Soudainement, il interpelle quelqu'un, une femme. Il la suit du regard, comme si elle traversait réellement la pièce. Quand Janet arrive, il n'y a rien. Bobby blêmit comme quelqu'un qui vient de comprendre qu'il a réagi à quelque chose d'impossible. Et pourtant, au lieu d'avouer, il nie. Il prétend qu'il n'a parlé à personne, qu'il l'a simplement imaginé. Puis, sous la pression, il lâche un morceau de vérité. Il croyait avoir vu une femme en robe claire, aux cheveux longs, passer près du bar. Il le dit, puis tente aussitôt de reculer, de minimiser, comme si les mots, une fois prononcés, avaient le pouvoir d'inviter ce qu'il vient de décrire. Janet, elle, ne se sent pas rassurée, parce que ce qu'elle ressent depuis le début, ce n'est pas une simple ambiance, c'est une présence qui attend. Peu de temps après, alors qu'elle travaille dans le bâtiment avec un homme du coin, Carl le sonne. Elle vit sa propre expérience. Une vague de froid la traverse d'un seul coup. Pas une brise, pas une fenêtre ouverte, quelque chose de dense, de précis, comme si l'air se changeait en lame. Et dans la seconde suivante, elle entend une voix tout près, comme si quelqu'un lui parlait directement à l'oreille. Un seul ordre, sec, sans émotion, l'ordre de partir. Carl, de son côté, n'est pas du genre à sursauter pour un rien, mais ce qu'il raconte ensuite ressemble à une succession d'images qu'on refuse d'inventer. Alors qu'il gratte un mur, il ressent lui aussi ce froid anormal, puis un bruit de fracas. Des tables empilées tombent d'un coup, et au milieu du désordre, une lumière étrange apparaît. Une lueur jaune qui semble se condenser, comme si elle cherchait une forme. La lueur se rassemble en une sorte de boule brillante, flottante, pulsante. Elle ne se contente pas d'éclairer, elle vit, elle vibre, elle bourdonne presque. Puis elle file, rase le sol, traverse un mur comme si la matière n'existait plus et disparaît. Plus tard, la lumière revient. Et cette fois, elle devient agressive. Carl est sur une échelle quand il sent les barreaux bouger sous ses pieds. En regardant, il voit la base enveloppée par cette même lueur, comme si quelque chose tentait de lui retirer son équilibre. Pris de panique, il hurle qu'on le laisse tranquille. Et chose troublante, ça s'arrête. La lumière s'éteint, l'échelle redevient stable, comme si ça comprenait, comme si ça testait. Il n'a même pas le temps de souffler qu'un autre événement éclate. Une nuée de chauves-souris surgit, semble fondre sur lui, le percute alors qu'il est encore en hauteur. Il descend en catastrophe, se cache, attend que ça passe. Et quand ça se calme enfin, il croit naïvement que le pire est derrière lui. Mais à Bobby McKee, le pire n'est jamais une seule scène, c'est un enchaînement. Carl décrit ensuite un phénomène plus dérangeant encore. Les murs qui vibrent et un son sourd, régulier, comme un battement de cœur gigantesque, comme si le bâtiment possédait sa propre pulsation. Puis le froid revient, mais sous une forme différente. Un vent violent, tournoyant qui renverse des tabourets et fait claquer des objets, transforme la salle en chaos. Et aussi vite que c'est venu, tout retombe dans le calme, comme une démonstration. Un autre jour, en cuisine, Janet et Carl entendent des gémissements venir du sous-sol, puis plusieurs voix en même temps, indistinctes, comme un brouhaha de bouche invisible. Janet finit par craquer et lance à haute voix qu'on les laisse en paix. Et encore une fois, ça fonctionne. Le bruit cesse, le calme revient. Mais Carl, lui, veut comprendre, il veut voir, il veut descendre. Janet refuse de rester seule, mais elle n'ose pas non plus l'accompagner. Elle se force à continuer de nettoyer pour ne pas penser, et c'est là qu'elle entend des coups sourds, répétitifs qui remplissent la pièce. Pas des tuyaux, pas du vieux bois, quelque chose de volontaire, quelque chose qui insiste. Elle tente de s'éloigner et se heurte à une résistance invisible, comme si l'air était devenu un mur.
Puis cette sensation se transforme en prise, une étreinte qui se referme, trop réelle pour être une illusion. Janet est enceinte à ce moment-là et la peur prend une dimension encore plus brutale. Elle se sent piégée, étouffée, incapable d'appeler. Carl revient en courant et la pression disparaît immédiatement comme si ce qui la tenait venait d'être surpris. À peine le souffle repris, les coups reprennent et cette fois, Janet et Carl évoquent un rire mauvais, lointain, qui semble se répercuter dans les murs. Et soudain, la cuisine devient folle. Casseroles, objets, ustensiles, tout s'élève, glisse dans l'air comme lancé par une colère invisible, puis s'écrase plus loin avec fracas. Ils n'attendent pas une seconde de plus, ils fuient. Dehors, ils reprennent leurs esprits. Carl conseille de s'éloigner un moment, puis contre toute logique, ils retournent travailler, comme si l'orgueil ou la fatigue ou une forme de défi l'emportait sur la peur. Quelques jours après, il va trop loin. Les tabourets bougent seuls, des bruits commencent. Alors Carl s'adresse à ceux qui se cachent. Il provoque, il défie, il demande à voir celui qui joue à ce jeu. La réponse est immédiate. Quelque chose le saisit, le projette au sol. Carl se relève, sonné, et il voit enfin une forme. Un homme au visage fermé, au regard glacial, et autour de son cou, un détail qui glace le sang. Une corde, comme le souvenir d'une exécution. Cette fois, même Carl cède. Il quitte le bâtiment et le ferme pour la nuit. Plus tard, il dira avoir compris, ou cru comprendre, l'identité de cette apparition. L'un des hommes liés au meurtre ancien de Pearl, exécuté à la fin du 19e siècle. Des années après, une médium et une équipe télé viendront enquêter à leur tour, ajoutant une couche supplémentaire au mythe. Et aujourd'hui encore, la question reste la même. Est-ce que cet endroit est réellement hanté ou est-ce qu'il est simplement devenu un réceptacle, un aimant à histoire sombre, une scène où l'imaginaire collectif rejoue sans cesse les mêmes drames? Parce que si 3 fantômes entrent dans un bar, le vrai problème c'est quand le bar refuse de les laisser ressortir. Des années après les premiers récits autour du bar, une médium connue, Echo Bodine, serait descendue à son tour dans les sous-sols. D'après ce qu'elle raconte, elle n'aurait pas eu besoin qu'on lui décrive l'histoire du lieu. En arrivant, elle aurait perçu plusieurs présences d'un seul coup, comme si elles attendaient depuis longtemps qu'on les regarde enfin. Elle décrit notamment une figure féminine en détresse, obsédée par quelque chose qui lui manquerait, comme une pensée qui tourne en boucle et ne trouve jamais la sortie. D'autres présences, au contraire, lui auraient paru plus calmes, presque prêtes à partir. Et c'est là que le récit devient troublant. Bodine affirme avoir réussi à apaiser certaines entités, à les diriger vers la lumière, mais pas toutes. Selon elle, 2 esprits resteraient encore accrochés au bâtiment, actifs, instables, comme s'ils refusaient que l'histoire se termine ici. Et si c'était vrai, alors ce bar ne serait pas seulement hanté, il serait devenu un endroit où certaines âmes s'arrêtent et où d'autres tournent encore. Dans l'Indiana, au bord de l'Ohio River, il existe une petite ville qui a toujours vu passer du monde. Madison, un endroit ancien, presque hors du temps, avec ses rues tranquilles, ses bâtiments historiques et ses histoires que les habitants racontent sans trop élever la voix. Parmi toutes ces légendes, il y en a une qui revient plus souvent que les autres, celle du Broadway Hotel and Tavern. Un hôtel-bar qui remonterait au 19e siècle, souvent présenté comme l'un des plus vieux du coin et surtout comme l'un des plus occupés. En 1991, une femme nommée Libby Mann découvre l'endroit par hasard. De formation médicale, plutôt cartésienne, pas vraiment du genre à croire aux fantômes au premier courant d'air. Pourtant, elle tombe sous le charme. L'hôtel est fatigué, abîmé, presque figé dans une autre époque, avec une vingtaine de chambres qui ressemblent à des capsules temporelles plus qu'à un établissement moderne. Il est en vente depuis longtemps, trop longtemps. Quand Libby fait une offre, le propriétaire, Maurice Hublard, paraît presque surpris. Et il finit par lâcher la vraie raison, celle que les gens du coin connaissent déjà. Ce n'est pas seulement l'état du bâtiment qui fait fuir les acheteurs, c'est ce qui vit dedans. Maurice lui parle d'un habitué très particulier, un client qui s'assirait toujours au même endroit, la deuxième banquette, et qui aimerait lancer le jukebox. Dit comme ça, on pourrait croire à une blague de vieux comptoir, sauf que Maurice ne rit pas. Libby, elle, voit surtout une opportunité. Restaurer, relancer, transformer l'endroit en bed and breakfast plein de charme. Fantôme ou pas, elle se dit qu'elle gérera. Elle achète et en 1992, elle emménage même sur place le temps des rénovations. Le jour, elle travaille. La nuit, elle dort à l'étage, seule au milieu de ce bâtiment immense qui grince comme un navire. Les premières choses sont plutôt subtiles. Un soir, alors qu'elle peint l'intérieur, elle croit entendre des chuchotements. Pas un souffle de vent, il n'y en a pas. Pas une radio oubliée,
tout est éteint. Plus elle écoute, plus l'impression s'installe. Comme si plusieurs voix parlaient quelque part dans l'hôtel à mi-mot, juste assez fort pour accrocher l'oreille, mais pas assez pour comprendre. Et puis l'hôtel passe au niveau supérieur. Des portes se mettent à s'ouvrir et à claquer, toutes seules, comme si quelqu'un traversait l'étage d'un pas pressé. Libby monte vérifier et découvre un détail qui lui donne un froid immédiat. La porte de sa propre chambre, qu'elle avait verrouillée, est désormais déverrouillée. Elle n'a aucune explication, mais elle continue. Quelques jours plus tard, elle remarque d'anciennes publicités de bière cachées dans des endroits improbables, dans des murs, sous des éléments du plafond, comme si le bâtiment avait avalé son passé et le recrachait par morceaux. Elle décide d'en faire une signature visuelle. Elle les expose, installe un éclairage pour les mettre en valeur. Sauf que l'éclairage ne se comporte pas normalement. Au lieu de clignoter comme prévu, il se met à vaciller, encore et encore, peu importe les piles, peu importe les réglages, comme si quelque chose touchait au courant, comme si une présence s'amusait à répondre. Un autre jour, Libby imprime des menus à l'étage pendant que sa sœur Cathy est en bas. L'imprimante recrache des feuilles incompréhensibles, des mots tordus, un charabia. Elle soupire. Les machines font ça, parfois. Puis elle lève les yeux et voit un ballon de basket rouler dans le couloir, droit vers elle. Il s'arrête, puis fait demi-tour tout seul. Et comme pour prouver que ce n'est pas un simple hasard, le ballon se met ensuite à descendre l'escalier marche par marche en cognant bruyamment comme poussé par une main invisible. Libby suit, blanche, demande à Cathy si elle a vu. Cathy confirme et ajoute autre chose. Le vieux jukebox s'est allumé sans raison en jouant des morceaux très anciens, comme s'il ressortait une playlist d'une autre époque. Puis, il y a le téléphone. Libby et Cathy reçoivent des appels. Elles répondent avec une formule professionnelle, comme dans n'importe quel établissement, mais à chaque fois, il n'y a que du silence au bout du fil. Pas un souffle, pas un bruit, juste ce vide, long, pesant, comme si quelqu'un voulait vérifier qu'elles étaient bien là. Et une nuit, l'hôtel offre sa scène la plus claire. Elles sont sur le point de fermer. Un seul client est encore là, en train de finir son verre. Soudainement, la porte d'entrée s'ouvre et se referme. Personne n'entre. Pourtant, elles entendent des pas lourds avancer vers le bas, puis un grincement. Le tabouret au bout du comptoir bouge, recule comme si quelqu'un le tirait pour s'asseoir. Et juste après, le bruit d'un corps qui s'installe sur le siège. Un plop net, indiscutable. Le client, lui, ne cherche pas à comprendre. Il regarde le tabouret vide, regarde Libby et s'enfuit. À partir de là, Libby change de posture. Pas parce qu'elle croit soudainement, mais parce qu'elle veut savoir avec quoi ou avec qui elle partage cet hôtel. Elle finit par tenter une séance avec une planche de spiritisme, un de ces outils censés permettre une communication. Et ce qu'elle raconte est simple. À la question « Y a-t-il une présence ici ?», la réponse serait venue « oui ». Libby demande alors un nom. La planche indique Charles Morgan. Elle demande s'il a vécu ici. La réponse est non. Ou alors Chicago. Puis, à une autre question, l'indicateur se mettrait à répéter 2 lettres encore et encore. C-O-C-O. Sur le moment, Libby ne comprend pas. Elle pense à compagnie, à un esprit solitaire qui réclamerait de la présence. Et puis peu après, un événement tombe comme un coup près. On découvre une fuite de gaz dangereuse dans le bâtiment. Depuis des semaines, Libby et les ouvriers se plaignaient de fatigue et de maux de tête. Ils réalisent enfin la cause, une intoxication au monoxyde de carbone. Si l'histoire est vraie, alors ce fantôme n'aurait pas cherché à effrayer, il aurait cherché à prévenir. À partir de là, Libby assume la réputation du lieu. L'hôtel devient une attraction à part entière. Des visiteurs viennent pour voir, pour entendre, pour tester une nuit dans un bâtiment qui réagit. Les enquêteurs paranormaux passent, enregistrent des variations de température, de pression et affirment capter des voix sur des bancs audio, ces fameuses EVP, comme si des mots apparaissent là où personne n'avait parlé. Certains prétendent même que des formes ont été filmées. Et c'est ce qui rend le Broadway Hotel and Tavern si dérangeant. Ce n'est pas seulement une histoire de bruit dans un vieux bâtiment, c'est l'idée qu'un lieu puisse interagir, déplacer des objets, faire asseoir un client invisible, répondre au téléphone et parfois peut-être sauver des vies. Mais au fond, la question la plus froide reste la même. Si quelqu'un est vraiment là depuis tout ce temps, pourquoi est-ce qu'il n'est jamais parti ? À la fin du 19e siècle, dans un coin rural de Virginie occidentale, une jeune femme nommée Zona Chou est retrouvée morte. À première vue, le dossier semble simple, trop simple. On parle de causes naturelles, on classe, on passe à autre chose. Sauf que dès les premières minutes, quelque chose sonne faux. Quand le médecin arrive, le mari de Zona, Edward, est déjà là. Il pleure, il s'agite, il occupe l'espace. Tout va vite, trop vite. L'examen est expédié.
Et un détail important, un détail qui aurait dû attirer l'attention, ne sera pas vraiment exploré. Le verdict tombe, propre, pratique, rien d'anormal. Mais la mère de Zona, Mary Jane Easter, ne ressent pas le soulagement que devrait offrir une conclusion. Au contraire, plus on lui répète que tout va bien, plus son instinct hurle que quelque chose cloche. Elle connaît sa fille, elle sait aussi que le mariage était récent et qu'il n'avait rien d'un conte. Et puis, il y a le comportement d'Edward lors des funérailles. Trop contrôlant, trop nerveux, il insiste pour habiller lui-même le corps, surveille les proches, limite le temps passé près du cercueil. Et surtout, il impose un détail étrange, un tissu noué autour du cou de Zona, comme pour masquer quelque chose. Pour Marie-Jeanne, ce n'est pas un geste d'amour, c'est un geste de protection, mais pas pour la défunte, pour quelqu'un d'autre. Alors Marie-Jeanne fait ce que font les gens quand ils n'ont plus confiance en personne. Elle s'accroche à l'idée qu'il existe une autre façon d'obtenir la vérité. Elle prie, elle insiste, nuit après nuit, elle demande un signe, elle demande à sa fille de venir. Pas un symbole vague, pas un rêve confus, une réponse. Et selon la légende, selon ce que Marie-Jeanne racontera ensuite, le signe arrive. Un soir, au milieu de la nuit, elle se réveille avec l'impression nette qu'elle n'est plus seule. Et dans l'obscurité de la chambre, elle croit voir Zona, présente, calme, comme si elle avait traversé quelque chose d'inimaginable pour prononcer quelques mots. Marie-Jeanne dira que l'apparition lui raconte ce qu'elle n'avait jamais osé formuler à voix haute, que la vie avec Edward était faite de violence, d'accès de colère, de menaces, et qu'un jour, tout aurait basculé. Une dispute, une rage et une fin brutale, sans retour. À ce moment-là, Marie-Jeanne comprend qu'elle ne peut plus rester dans le doute. Fantôme ou pas, vision ou pas, elle ne peut pas ignorer ce récit. Elle se rend aux autorités, et même si les enquêteurs ne croient pas aux revenants, ils n'ont pas besoin d'y croire pour sentir qu'il y a matière à rouvrir l'affaire. Eux aussi avaient des soupçons. L'histoire du décès naturel ne tient pas bien, les incohérences s'accumulent, alors la machine judiciaire repart. Une nouvelle autopsie est ordonnée, et cette fois, les conclusions contredisent la première version. Des traces compatibles avec une mort violente apparaissent clairement. Le dossier change alors de nature et Edward devient le principal suspect. Il est inculpé puis jugé. Au tribunal, Marie-Jeanne monte à la barre et l'avocat de la défense tente de la faire craquer. Il veut qu'elle dise que tout cela n'était qu'un rêve, qu'elle a inventé, qu'elle a halluciné sous le choc du deuil. Mais Marie-Jeanne refuse. Elle ne vend pas une histoire de fantôme, elle ne cherche pas à convaincre le monde de l'existence de l'au-delà. Elle s'accroche simplement à une phrase froide, inflexible. Elle ne mentira pas. Et le reste finalement n'a plus tant d'importance parce que la justice, elle, s'appuie sur le concret, sur les éléments médico-légaux, sur ce que le corps raconte quand on accepte enfin de l'écouter. Le verdict tombe, Edward est reconnu coupable. Et depuis, l'affaire est devenue une légende à part. Pas seulement parce qu'elle parle d'un esprit venu réclamer justice, mais parce qu'elle pose une question qui dérange encore aujourd'hui. Et si, parfois, le plus terrifiant n'est pas l'idée d'un fantôme, mais l'idée qu'un crime puisse disparaître derrière un dossier refermé trop vite, et qu'il faille l'obstination d'une mère ou l'ombre d'une présence pour forcer la vérité à remonter à la surface. Dans le comté d'Ophalie, il y a une route qui serpente entre haies, tourbières et champs noyés de brume. Plus on avance, plus le paysage se vide, jusqu'à ce qu'une forme s'impose au loin. Une tour sombre posée sur une hauteur, comme si elle surveillait encore quelque chose. C'est Leap Castle, un nom qui revient souvent quand on parle des lieux les plus hantés d'Irlande. Quand on arrive au crépuscule, les pierres pâles prennent une teinte d'os ancien. Le vent se glisse dans les fentes étroites des murs et à l'intérieur l'air change immédiatement. Plus froid, plus lourd. Un couloir avale la lumière et quelque part, au-dessus, un bruit très faible traverse la bâtisse. Ce n'est ni une voix, ni un souffle de vent, plutôt un son entre les deux, un gémissement lointain comme si la pierre relâchait une tension. Les gens du coin ont un nom pour ça, le soupir de la chapelle. L'histoire du château commence au début du XVe siècle. Les premières pierres auraient été posées par le clan O'Bannon, sur un tertre ancien que la tradition associe à des rites plus vieux que le christianisme. La légende raconte même que deux frères auraient sauté depuis un rocher voisin pour décider qui hériterait des terres. L'un aurait survécu, l'autre non, et le lieu aurait gardé ce nom, Leap. Mais la réputation de Leap Castle ne vient pas de son nom, elle vient de ce qui s'est installé après. Le château passe ensuite aux mains des O'Carroll, des seigneurs de guerre réputés pour leur rivalité et leur brutalité. Au sommet de la tour, ils font bâtir une chapelle, censée protéger et consacrer la forteresse. Sauf qu'au milieu du XVIe siècle, cette chapelle devient l'épicentre d'un drame qui va coller au lieu pour des siècles. Une nuit, pendant un office, une querelle éclate entre deux frères O'Carroll.
L'un est prêtre, l'autre soldat. La dispute se transforme en violence et le prêtre est tué sur place, devant l'autel, sous les yeux des siens. À partir de ce moment, on dit qu'aucun office n'y sera célébré à nouveau. La pièce prend un surnom qui ne pardonne pas. La Bloody Chapel, la chapelle sanglante. Et des visiteurs jurent encore aujourd'hui que, même des siècles plus tard, la pierre y porte des marques sombres qui refusent de disparaître. Dans cette chapelle, même la lumière paraît timide. Les oiseaux nichent dans les recoins, mais certains affirment qu'ils n'y chantent jamais vraiment. Les touristes parlent à voix basse, instinctivement, comme s'ils avaient peur de réveiller quelque chose. Un gardien du lieu raconte que l'atmosphère change selon la météo, apaisée sous la pluie, agitée quand le soleil revient. Et parfois, quand l'air traverse le passage, une odeur métallique se mélange à l'humidité, une odeur nette qui ne ressemble pas à la poussière. Sous la chapelle, il y a pire. Au début du 19e siècle, lors de travaux de réparation, des ouvriers découvrent une trappe dissimulée dans le sol. Elle mène à un puits vertical, étroit, profond, conçu pour qu'on ne remonte pas. Au fond, ils trouvent un amoncellement de restes humains. Le récit parle de très nombreuses dépouilles et d'objets mêlés aux os, des fragments, des pièces métalliques, des bijoux, comme si le lieu avait englouti des vies et ce qu'elles portaient. On ne saura jamais combien de personnes ont disparu là-dessous, ennemis, prisonniers ou simples indésirables qui seraient restés trop longtemps. Après les O'Carroll, le château change de main encore et encore, et à chaque époque, la rumeur s'épaissit. Certains parlent d'une femme en blanc, aperçue sur les remparts. Un soldat aurait affirmé l'avoir vu glisser le long de la pierre et aurait fui, persuadé d'un mauvais présage. Son unité aurait été attaquée peu après. D'autres évoquent des prières en latin, étendues la nuit comme si quelqu'un récitait, juste derrière une porte, avant que tout ne redevienne vide, les bougies encore allumées. En 1909, un historien venu dessiner les ruines note un détail troublant. Dans un couloir inférieur, il entend un son qui ressemble à des sanglots. Il cherche un enfant, un visiteur, n'importe qui. Il ne trouve personne et il écrit dans son carnet que l'air du château lui donne la sensation d'être utilisé, comme si respirer là-dedans demandait un effort. Mais la présence la plus redoutée, d'après les témoignages, n'a rien d'humain. Ceux qui entrent dans la chapelle la nuit parlent d'une chose qu'ils appellent l'élémental, une forme à peine définie, associée à la fumée, à l'humidité, à la décomposition. Une odeur de soufre et de terre remuée, un malaise qui monte sans prévenir, au point de faire chanceler. La première mention célèbre viendrait d'une femme nommée Mildred Darby, à la fin du 19e siècle, autrice de romans gothiques. Une nuit, elle monte seule, bougie à la main, et décrit une impression de froid humide, un air épais. Puis, un visage trop proche, vaguement humain et pourtant totalement étranger. Des yeux comme des cavités noires, une peau grise et surtout une puanteur impossible à oublier. On s'est moqué d'elle, puis d'autres ont raconté des scènes similaires. Et même des équipes modernes, venues avec des caméras et capteurs, disaient retrouver les mêmes constantes. Chute brutale de température, odeur insoutenable, silhouette sombre qui semble respirer dans le faisceau d'une lampe. Au coucher du soleil, dans la cour, les pierres se teintent d'ambre. Aucun appel d'oiseau. Le vent traîne une note basse, comme un chant oublié, et le soupir de la chapelle revient, long, creux, comme si le bâtiment avait une façon bien à lui de rappeler qu'il est là. Aujourd'hui, Leap Castle n'est pas un décor abandonné. Il y a un propriétaire qui y vit encore, Sean Ryan. Il a passé des décennies à le restaurer, pierre après pierre, comme on soigne une plaie qui ne se ferme jamais. Il dit qu'on s'habitue au bruit, que le château bouge la nuit et qu'il arrive qu'il respire. Quand il a commencé les travaux, dans les années 1990, il travaillait tout seul. Son violon n'était pas loin. Il en jouait pour remplir le silence, jusqu'au jour où le silence, selon lui, a répondu. Un soir, en accordant l'instrument près du feu, la température chute d'un coup. Les cordes vibrent alors que ses mains sont immobiles. Une note sort du violon, basse, triste, comme si quelqu'un l'avait tiré à sa place. Plus tard, il dira que c'était comme un jeu, mais un jeu mené par quelqu'un qui connaissait la mélodie mieux que lui. Depuis, il laisse parfois le violon dans la chapelle comme une offrande. Et certaines nuits, des gens affirment entendre, très loin dans l'escalier, quelques mesures trop nettes pour être le vent. Les enquêteurs paranormaux avancent avec prudence. Caméra qui se couvre de buée, boussole instable, batterie qui se vide. Une équipe raconte avoir placé des capteurs de mouvement dans le couloir sous la chapelle. Ils se déclenchent l'un après l'autre comme si quelqu'un passait lentement, sauf que la vidéo ne montre rien, à part un frémissement de l'air dans le froid. Et l'un d'eux résume l'impression générale, ce qui est là ne se contente pas d'exister, il réagit. Dans les villages alentours, on parle aussi de petites lumières dans la tour après minuit, comme des points incandescents qui
qui monte derrière les meurtrières avant de s'effacer. Des agriculteurs disent que le bétail devient nerveux quand la porte de la chapelle reste ouverte. Et au pub, quand le nom du château tombe, les voix baissent. Certains jurent que ce n'est pas maléfique, juste éveillé. Personne ne sait vraiment ce qu'est l'élémental. Pour certains, c'est un écho d'anciens rites enfouis sous la colline. Pour d'autres, c'est le résidu d'une violence tellement répétée qu'elle aurait fini par prendre forme. Une idée sombre devenue présence. Et pourtant, tout n'est pas terreur à Leap Castle. Des visiteurs parlent parfois de rires d'enfants dans un couloir bas, de bruit de petits jeux en bois. On évoque aussi une femme vêtue de rouge, aperçue dans l'escalier, calme, immobile, comme si elle observait plutôt qu'elle ne menace. Sean Ryan assure qu'elle ne ferait pas partie des O'Carroll, qu'elle serait plus ancienne, et il arrive, dit-on, qu'un murmure glisse dans les ruines, un seul mot en gaélique, Saorad, ce qui signifie libération. Leap Castle a survécu aux guerres, aux incendies, à l'abandon. Les tempêtes le frappent, la foudre accroche ses créneaux, la pluie fouette les ouvertures étroites et les couloirs résonnent comme s'ils rejouaient des pas, des prières, des cris. Les vivants appellent ça la météo. Le château, lui, semble appeler ça le souvenir. À l'aube, le calme revient. Dans la chapelle, le sol garde une teinte sombre. Sean ouvre la grande porte, les gonds gémissent, l'air de dehors sent l'herbe mouillée et la tourbe. Et pendant une seconde, on a l'impression que le bâtiment relâche quelque chose, comme une expiration. Parce qu'ici, le passé n'est pas terminé, il attend. Et quand la nuit retombe sur l'Ophalie, si une musique lente s'élève quelque part derrière les murs, si elle se mélange au vent au point qu'on ne sache plus où l'une finit et où l'autre commence, alors on comprend pourquoi tant de gens quittent Leap Castle avec un sentiment étrange, presque respectueux. Comme si le lieu ne cherchait pas seulement à effrayer, comme s'il voulait qu'on se souvienne. La route qui mène à Johnny, en Nouvelle-Galles du Sud, traverse des champs pâlis par le soleil comme du papier jauni. Au coucher du jour, l'herbe devient dorée et l'air tremble au ras du sol, chauffé comme une plaque de métal. Puis, sur une légère hauteur, la silhouette apparaît. Une grande demeure de briques rouges et de ferronneries sombres, ses fenêtres attrapant les derniers reflets du ciel. De loin, on pourrait y voir un simple symbole de réussite. De près, elle ressemble plutôt à une blessure qui ne s'est jamais refermée. On l'appelle Monte Cristo Homestead. Construite en 1885, elle est longtemps restée l'une des maisons les plus imposantes de la région. Et ceux qui y entrent aujourd'hui ont souvent la même impression. Avant même les histoires, avant même les rumeurs, quelque chose ici retient l'air. Le gravier crisse trop fort sous vos pas, l'odeur d'eucalyptus ancien se mélange à la poussière. Un seul oiseau lance un cri sec, puis le silence retombe, épais. La maison vous attend. Tout en haut, avec ses balcons comme des dentelles et ses volets fermés qui donnent l'impression d'yeux qui ne clignent jamais. À mesure que le soleil disparaît, la température change d'un coup, comme si la nuit avait une intention. À l'intérieur, la première chose que l'on remarque, c'est le calme. Mais pas un calme apaisant, plutôt un calme tenu, comme une respiration qu'on n'ose pas laisser sortir. La lumière découpe des particules de poussière dans l'air, le parquet brille, trop entretenu pour un lieu censé être ancien, et une odeur très légère flotte. Cire de bougie, métal, quelque chose de presque médical. La gardienne a pour habitude de baisser la voix, instinctivement. Elle glisse une phrase simple. Ici, tout a toujours été propre, même après son départ. Car l'histoire de Monte Cristo commence avec Christopher et Elizabeth Crowley. Ils bâtissent cette maison grâce à la richesse d'un domaine agricole prospère, blé et bétail. Leur ascension à la fin du 19e siècle est impressionnante. D'un départ modeste, ils deviennent des figures du district. La demeure se remplit de repas, de danses, de naissances, et pourtant, à l'intérieur de ces murs, la réussite va lentement se transformer en isolement. Puis, en 1910, tout bascule. Christopher meurt soudainement à la suite d'une infection grave, et Elizabeth, au lieu de reprendre le fil d'une vie normale, se referme. Elle se coupe du monde, elle monte à l'étage et pendant plus de 20 ans, elle y reste presque entièrement. Elle remplace le deuil par le rituel. Prière à l'aube, rideau tiré contre la lumière, crucifix dans les pièces. On raconte que le personnel n'avait pas le droit de parler au-dessus d'un murmure. Elisabeth s'habille de noir jusqu'à la fin et la nuit, elle circule parfois dans la maison avec une lampe à la main comme une inspectrice, comme une présence qui vérifie que l'ordre tient encore. Un voisin dira plus tard qu'elle gouvernait depuis son chagrin et que la maison obéissait. Sa mort ne mettrait pas fin à cette autorité. Des visiteurs affirment que son parfum préféré, la lavande, apparaît sans raison dans le couloir de l'étage, soudainement,
de manière nette, comme si quelqu'un venait de passer. D'autres entendent le froissement d'une robe contre un mur ou le toc-toc régulier d'une canne sur les marches. Certains jurent même l'avoir vue. Une femme en noir, silhouette victorienne, posture droite, au visage sévère mais pas hostile, immobile sur un palier, comme si elle comptait mentalement ce qui doit rester à sa place. Ceux qui restaureront plus tard la demeure ne l'appelleront pas un fantôme, ils diront simplement la dame. Et ils préciseront presque pour rassurer, elle n'est pas là pour faire du mal, elle n'a simplement jamais cessé de tenir la maison. Mais Monte Cristo ne porte pas qu'une seule histoire. Ici, le chagrin s'est accumulé, couche après couche, et tout n'a pas été naturel. On évoque d'abord une domestique tombée d'un balcon alors qu'elle nettoyait une rambarde. Accident, disent certains, mauvais geste, disent d'autres. Et puis, il y a ceux qui murmurent autre chose, plus sombre. Le lieu où elle serait tombée restait étrangement nu, comme si l'herbe elle-même refusait d'y pousser. La nuit, sur la véranda, des gens disent entendre un léger grattement métallique, puis un cri étouffé, unique, comme un souvenir qui se rejoue toujours au même endroit, à la même heure. On parle aussi d'un jeune garçon des écuries, victime selon la rumeur d'une punition qui serait allée trop loin. Depuis, certains trouvent les portes des stalles ouvertes au matin, la paille dispersée comme après une lutte. Et des médiums expliquent la chose avec une phrase qui serre le ventre. Il attendrait encore qu'on lui dise qu'il peut s'arrêter, qu'il peut partir. Le récit le plus troublant, pourtant, concerne le fils d'un gardien dans les années 1960. Un enfant fragile tenu à l'écart qui errerait parfois dans la propriété la nuit. Un soir, un visiteur dit l'avoir trouvé dans la remise des calèches, serrant une Bible, marmonnant des versets sur le châtiment. Quelques heures plus tard, un incendie éclate. Une fois les flammes maîtrisées, il ne reste que la fumée et un silence pesant. Les habitants affirment que l'enfant aurait appelé le feu. La police, elle, ne retient aucune cause claire. Mais depuis, détail glaçant. Chaque année, à la date anniversaire, l'odeur de fumée reviendrait, sèche, âcre, indiscutable, dans des pièces pourtant intactes. À la tombée du soir, on vous guide vers la salle à manger. La table est dressée comme si quelqu'un attendait encore des invités. Argenterie illustrée, porcelaine alignée, serviettes pliées au millimètre. Une seule lampe à huile projette une lumière qui vacille sur les miroirs. La gardienne murmure que c'est ici que l'on ressent le plus, qu'on entend parfois une respiration, un soupir, qu'une présence, sans se montrer, pèse plus fort dans cette pièce. Vous attendez. Au début, il n'y a que la régularité d'une horloge, puis très fin, presque en dehors de l'audible, un froissement de tissu, une chaise qui craque comme si quelqu'un venait de s'asseoir. La flamme tremble, se stabilise et dans l'air, la lavande revient. Dehors, la nuit s'étend sur les plaines. La maison travaille, le bois se contracte, les murs respirent à leur manière. À l'étage, un toc se fait entendre une fois, puis une seconde, puis plus rien. Quelque part en bas, une porte se ferme doucement, avec une lenteur volontaire. La gardienne esquisse un sourire, elle vous dit comme si c'était une évidence que c'est elle, qu'elle fait sa ronde, qu'elle vérifie que tout est en ordre. Ce qui est étrange à Monte Cristo, c'est que même le silence semble rythmé. Des gens parlent d'un battement sous les lames du parquet, comme un pouls qui ne s'arrête jamais. Même quand les horloges cessent, on a l'impression qu'une autre mécanique continue, invisible. Et il y a la chambre principale. Ceux qui y dorment racontent souvent à la même heure. Aux alentours de 3 heures, ils se réveillent persuadés que quelqu'un se tient près du lit. L'air devient plus dense, la température chute. Une femme, un soir, dit avoir entendu son prénom dans un murmure qu'elle ne reconnaissait pas. Une voix douce, presque maternelle, mais chargée de tristesse, comme si cela tenait à la fois de la bénédiction et de l'avertissement. On dit aussi que la dame en noir apparaît parfois dans le miroir, pas face au vivant, mais tournée vers l'endroit où se trouvait autrefois un berceau près du lit. Le berceau n'est plus là, pourtant des visiteurs tardifs jurent entendre dans l'obscurité un grincement lent, comme un balancement, suivi d'un soupir. Et la maison ne se limite pas à cette chambre. Dans le salon de réception, des bougies se rallument après avoir été éteintes. Des boîtes à musique se mettent à jouer sans qu'on les touche, avec des mélodies qui se déforment, comme si elles étaient soufflées par un air qu'on ne sent pas. Le grand escalier, poli par le temps, répond parfois de pas invisibles. Certains médiums disent que ces pas appartiennent à des domestiques qui accourent quand on les appelle, comme si la maison les avait trop bien dressés pour les libérer. Parfois, un rire glisse depuis la longue véranda, léger, humain, presque moderne, mais quand les gardiens sortent pour vérifier, il n'y a rien, juste la plaine vide sous la lune. Au début des années 1990, des enquêteurs viennent avec du matériel d'enregistrement. Ce qu'ils captent serait moins une voix qu'une vibration, un bourdonnement qui monte et redescend comme une respiration.
En filtrant le son, certains disent y entendre des mots fragmentés, contradictoires. Pars, s'il te plaît, reste. Comme si la maison repoussait et attirait en même temps, comme si elle grondait et protégeait, comme si elle pleurait et surveillait. Un enquêteur passe une nuit dans les anciens quartiers du personnel. Il quitte les lieux avant l'aube, livide, tremblant. Dans son rapport, il écrit qu'il s'est senti observé de partout, pas avec haine, mais avec attente, comme si la maison savait quelque chose qu'il ignorait. Il ne reviendra jamais. Aujourd'hui, Monte Cristo est conservé presque exactement comme Elisabeth Crowley l'a laissé. Les gardiens vivent discrètement sur le terrain, s'occupant du lieu comme d'un parent endormi. La visite est possible, mais l'étage reste volontairement plongé dans une lumière faible. Elle préfère comme ça, disent-ils. Beaucoup s'arrêtent au pied de l'escalier, mal à l'aise, avec la sensation d'être examinés. Les portraits semblent suivre du regard et une odeur d'ozone flotte parfois, comme l'annonce d'un orage qui n'arrive jamais. Sur une photo prise lors d'une visite publique, une silhouette translucide apparaît près de la rampe, grande, droite, indiscutablement victorienne. Des spécialistes parlent d'un effet de lumière, les gardiens, eux, n'hésitent pas, c'est elle. Elle aime voir qui vient. Dehors, Johnny dort sous un ciel pâle. Le vent traverse doucement les champs. Depuis la véranda, la maison semble fixer l'obscurité. Lanterne faible derrière les ferronneries. Elle n'a plus besoin de prouver quoi que ce soit. Elle dure. À l'intérieur, chaque objet paraît posé, comme s'il ne fallait surtout pas le déranger. L'argenterie, l'horloge arrêtée en plein mouvement, les chaises orientées vers la cheminée vide. Ce n'est pas la ruine qui maintient le silence ici, c'est la discipline. Car la dernière instruction de la maîtresse de maison serait restée la même au-delà du temps. Tout doit rester à sa place. Et à Monte Cristo, c'est exactement ce qui se passe. Dans les Rocheuses canadiennes, quand le soir tombe, la montagne, elle, ne s'éteint pas. Elle s'assombrit lentement, comme une braise qu'on recouvre. Les sommets gardent une dernière lueur et les ombres dévalent les pentes jusqu'à engloutir la vallée dans un violet profond. C'est là, au milieu de cette immensité, qu'on distingue une silhouette impossible à confondre. Un château de pierre grise, toit vert, fenêtres allumées comme des yeux qui veillent. Le Banff Springs Hotel. De loin, il ressemble à un rêve planté dans la nature. De près, il a quelque chose d'étrange, comme si le bâtiment se souvenait. Les portes tournantes laissent entrer les visiteurs dans une chaleur parfumée au bois ciré. Dans le hall, le marbre et le laiton brillent, un feu crépite, des rires montent du bar. Et pourtant, sous cette vie, on dit qu'il y a un bourdonnement plus profond. Pas un bruit de machine, plutôt une pulsation. Quelque chose de régulier et de trop stable pour être anodin. Le personnel accueille avec le sourire, mais certains ajoutent à mi-voix, presque comme une plaisanterie: évitez l'aile ancienne après minuit, elle a ses humeurs. L'hôtel ouvre en 1888, construit pour attirer les voyageurs vers l'ouest avec la promesse de luxe et de grandeur alpine. Lustre importé, tapis épais, cheminée taillée dans la pierre, tout est conçu pour donner l'impression d'un sanctuaire. Sauf que la nature, elle, a sa propre mémoire. Et dès les premiers temps, des clients parlent de lumière qui vacille, de pas dans des couloirs vides, et d'une femme aperçue près du grand escalier, silencieuse, voilée, comme une présence qui n'a jamais accepté de quitter la fête, car son histoire commence, comme souvent, par une célébration. Au début des années 1930, un jeune couple choisit Banff Springs pour son mariage. La cérémonie a lieu sous les cristaux de la salle de bal, puis vient le moment où la mariée descend le grand escalier de marbre pour rejoindre la salle à manger, bouquet de roses blanches serrées contre elle, voile accrochant la lumière comme une brume. Et sur une marche, dans le mouvement, sa traîne frôle l'une des grandes bougies qui bordent la rampe. Tout se passe en une seconde. Une flamme accroche le tissu. La surprise, le pas qui dérape, le corps qui cherche l'équilibre, puis la chute, longue, terrible. L'instant où la musique se coupe comme si l'hôtel retenait son souffle. Quand on arrive à elle, les roses sont écrasées, le silence est lourd et la fête vient de se briser. La suite se raconte de plusieurs façons. Certains disent qu'elle est morte sur place, d'autres qu'elle a survécu quelques jours et que ses derniers mots auraient été une demande étrange, dansée encore une fois. Le personnel, lui, retire les bougies, polit les marches, remet tout en ordre et ne dit presque rien. Sauf que le silence, dans un endroit comme celui-ci, ne fait pas disparaître une histoire, il la fait grandir. Très vite, des clients affirment revoir la mariée, toujours au même endroit, toujours en train de descendre, toujours sans jamais atteindre le bas de l'escalier. Cet escalier, lui, existe encore, majestueux, usé par des décennies de mains sur la rampe. Le jour, les touristes y posent pour des photos. La nuit, il appartiendrait à quelqu'un d'autre.
L'air y devient plus froid et une odeur revient souvent dans les témoignages. Un parfum floral, des roses, avec une pointe de fumée comme un souvenir qui refuse de s'effacer. Une employée dit un jour, très calmement, que la présence est protectrice, qu'elle tolère les mariages, mais pas les bougies. Certains couples racontent aussi un détail curieux. Dans les miroirs, ils la voient derrière eux. Une forme blanche, un voile, un visage impossible à distinguer, comme si la lumière refusait de révéler ses traits. Les caméras ont tendance à dérailler, les images se floutent, la mise au point se perd, et presque toujours, il reste la même sensation, décrite de la même façon. Une légère traction à l'arrière de la robe, comme un avertissement ou comme un rappel. Et pourtant, ce n'est pas la seule histoire du Banff Springs. Il existe une chambre dans une aile ancienne dont le numéro est devenu un murmure. La chambre 873. Une partie de ce couloir aurait été condamnée depuis des décennies. Officiellement, on n'explique pas. Officieusement, une légende parle d'un drame familial dans les années 1920, d'une nuit qui aurait laissé une marque trop lourde pour qu'on la garde ouverte. Après ça, des clients auraient signalé des cris, des traces sur un miroir du couloir et des détails impossibles à nettoyer complètement, comme si l'endroit refusait qu'on efface ce qu'il a vu. Alors, la porte aurait été murée. L'emplacement, dit-on, se devinerait encore entre deux chambres, comme une cicatrice dans l'architecture. Et certains employés de nuit assurent entendre, parfois, une sonnerie de téléphone derrière le mur. Pas une vibration électrique, une vraie sonnerie, étouffée, lointaine, comme un appel qui ne trouve jamais de réponse. Le couloir près de cette zone est réputé pour une chose simple, mais terriblement dérangeante. Il est plus silencieux que le reste, même l'air semble amorti, comme si la pierre écoutait. Ceux qui s'y aventurent à minuit racontent un même scénario. Les pas disparaissent dans l'épaisseur des tapis, les lustres oscillent légèrement sans courant d'air, et quelque part très loin, un piano laisse échapper une valse, trop lente et trop ancienne. Une valse qui ne colle pas au rythme des vivants. Puis une porte se ferme, doucement, avec ce petit clic sec qui fait tourner la tête. L'air sent la cire et la fumée. La température descend et alors, au bout du couloir ou en haut de l'escalier, une silhouette pâle apparaît parfois. Un voile qui scintille comme du givre, un bouquet serré contre la poitrine. Elle incline la tête, presque comme un salut, puis elle s'efface, ne laissant que l'odeur des roses et le froissement imaginaire d'une étoffe contre la pierre. Le jour, l'hôtel redevient un hôtel. Les familles prennent des photos, les skis laissent des traces de neige fondue sur le marbre, les verres s'entrechoquent et tout semble normal. Mais dès que la lumière baisse et que le dernier ascenseur monte, les anciens couloirs changent de respiration. Les murs paraissent plus vastes, les échos plus nets, et la mariée, dit-on, recommence sa descente. Et elle n'est pas seule. Dans les couloirs de service, certains évoquent un employé d'un autre temps, un portier qu'on surnomme Sam. On le décrit comme serviable, discret, presque attachant. Il ouvrirait une porte, éteindrait une lumière oubliée, aiderait à retrouver une clé, puis disparaîtrait au moment exact où on se retourne. Certains disent que ce n'est pas un fantôme, mais une empreinte, l'écho de l'hospitalité d'autrefois. D'autres vont plus loin, comme si l'hôtel lui-même avait créé une présence à son image, un geste de service qui ne meurt pas. Dans la salle de bal, là où la mariée a dansé, les lustres se rallument parfois à des heures étranges. Des agents de sécurité affirment avoir vu, sur des images, le couvercle d'un piano se soulever seul, comme si des doigts invisibles réclamaient une note. Et dans le vide de la salle, il resterait parfois quelques mesures de valse, toujours trop lentes, toujours un peu en retard sur le monde. En 2013, une équipe d'enquêteurs aurait obtenu un accès nocturne à l'aile ancienne. Ils posent des capteurs, des enregistreurs, des détecteurs de mouvement près du mur qui condamne la zone de la chambre 873. Au milieu de la nuit, l'enregistreur capte 3 coups secs, puis un murmure. Quand ils amplifient le son, le mot reste flou. Peut-être une demande d'aide, peut-être un mot qui ressemble à « maison ». Et le détecteur se déclenche brièvement, alors que les caméras, elles, ne montrent rien. L'un des enquêteurs résume ensuite l'impression ressentie. Ce n'est pas une menace, c'est une trace. Le bâtiment se souvient de sa douleur. Aujourd'hui encore, des clients disent trouver des détails minuscules mais perturbants. L'empreinte d'une petite main sur un miroir, une serrure qui bouge alors que la porte est verrouillée, un courant d'air impossible. Quand on interroge la direction, on répond poliment, puis on change de sujet. Banff, vie de beauté, pas de fantômes, mais les histoires, elles, tiennent bon. Dehors, la montagne continue sa veille. La neige étouffe les sons, les pics brillent sous la lune comme des sentinelles. On raconte que la mariée marche dans ces couloirs depuis près d'1 siècle. Les visiteurs changent, le monde change, mais elle demeure, élégante. Juste avant l'aube, quand les couloirs sont vides et que les feux ne sont plus que des braises, le portier de nuit fait sa ronde.
Sur le grand escalier, il lui arrive de trouver des pétales blancs éparpillés sur le marbre, délicats, légèrement parfumés, alors qu'aucune fleur n'est censée être là. Il les ramasse doucement et murmure un bonne nuit à l'air. Et une fois, il dira avoir entendu une voix de femme très proche souffler un simple merci. Puis le matin revient, la lumière inonde les hautes fenêtres, dore les murs de pierre. Les clients descendent de l'escalier en souriant, inconscients du silence qui suit leurs pas. Le marbre brille, et dans l'air, très fin, il reste parfois cette odeur étrange, celui de rose et de la fumée. Le Banff Springs Hotel endure, moitié refuge, moitié mémoire. Ces fantômes ne semblent pas prisonniers, mais conservés, comme si la montagne elle-même refusait que la beauté ou le chagrin disparaissent complètement. Et dans ce bref moment suspendu entre nuit et jour, si on écoute vraiment, on peut croire entendre une valse glisser encore sur les marches, une mélodie faite de joie et de manque, répétée sans fin. Et quelque part, dans ce rythme trop lent pour les vivants, la mariée descend à nouveau, toujours gracieuse, toujours inachevée. Le soir tombe doucement sur Outtown. Les murs d'adobe prennent une teinte chaude, presque rosée, et l'odeur de sauge se mélange à celle du bois brûlé qui flotte depuis la place. Les lanternes s'allument une à une, et à quelques pas du tumulte, une maison de briques rouges reste légèrement en retrait comme si elle refusait de se fondre dans le décor. Ses fenêtres, mi-fermées, renvoient les derniers reflets du ciel, une élégance ancienne mais avec quelque chose de vigilant. C'est la Whaley House. Construite au milieu du 19e siècle, souvent citée comme l'une des demeures les plus actives de Californie, et avant même de franchir le seuil, on comprend pourquoi les guides la redoutent. À la grille, on entend encore la ville au loin, mais ici, l'air paraît contenu, comme si la maison respirait à sa propre cadence. Les marches en bois gémissent sous les pieds, et le son s'étire dans le silence trop loin, comme une question posée à quelqu'un qu'on ne voit pas. Le guide vous accueille sans théâtralité. Elle a un ton neutre de ceux qui ont répondu 1000 fois aux mêmes interrogations. Elle précise qu'on va bientôt fermer, mais qu'on peut traverser les pièces. Puis elle ajoute comme un conseil simple, si vous sentez une présence, restez respectueux. Les Whaley, dit-on, étaient des gens plutôt fiers. À l'intérieur, tout est parfaitement rangé. Bois ciré, le rideau, portrait encadré d'or, tout brille, mais l'air conserve une fraîcheur étrange, un parfum de poussière et de temps. La Whaley House est née d'un rêve, celui d'un homme, Thomas Whaley, marchand ambitieux, qui voulait apporter ici une touche d'élégance de la côte Est. Il conçoit la maison lui-même, des matériaux importés, des boiseries travaillées, un soin presque obsessionnel du détail. Pendant quelques années, la demeure devient un centre de vie. Dîner, musique, réception, spectacle dans le salon, une famille qui s'installe, prospère et qui s'affiche. Mais sous ses fondations, il y a déjà une autre histoire. Avant la maison, le terrain servait à des exécutions. Un homme notamment y aurait trouvé la mort, James Yankee Jim Robinson, condamné dans les années 1850. Les récits parlent d'une fin longue, pénible, et de témoins marqués par le bruit des bottes contre la terre, par ce moment où le corps se débat avant que le silence ne prenne le relais. 5 ans plus tard, Thomas Whaley achète le lot et bâtit sa demeure. On l'aurait mis en garde, mais il aurait balayé ça d'un revers de main. Il n'y a rien ici, disait-il, à part le progrès. Mais peut-être que le sol n'était pas du même avis. On entre dans le salon principal et presque immédiatement, l'atmosphère change. L'air devient plus dense, légèrement chargé d'une odeur métallique, sucrée impossible à identifier clairement. Un grand miroir fait face à l'entrée, sa surface est trouble par endroits, comme si quelqu'un y avait soufflé il y a quelques secondes. La guide s'attarde sur le pas de la porte et murmure que beaucoup de visiteurs sentent Yankee Jim ici. Elle parle d'un homme grand, de bas lourd, et elle désigne le plafond au-dessus de vos têtes et raconte que certains soirs, dit-elle, on l'entend marcher, non pas par les craquements habituels d'une vieille maison, mais par une cadence mesurée, comme une ronde, et presque comme pour lui donner raison, les lattes gémissent. 4 pas, une pause et 4 pas encore. La guide ne sursaute même pas, elle a l'air de quelqu'un qui a appris à laisser la place au bruit. Elle explique simplement qu'il suit toujours la même trajectoire, qu'il fait son chemin. Mais la Whaley House ne se limite pas à un étranger enterré dans le sol. Les Whaley eux-mêmes, dit-on, ne sont jamais vraiment partis. Thomas, austère, attaché à sa maison, serait aperçu près de l'escalier comme s'il s'apprêtait à sortir, à vérifier une dernière fois la porte.
Anna, son épouse, apparaîtrait plus souvent à l'étage. Sa présence serait précédée d'un parfum délicat, d'un froissement léger, comme de la soie qu'on effleure en passant. Parfois, des visiteurs jurent surprendre son reflet dans le miroir du salon. Une silhouette du 19e siècle, un visage calme, presque accueillant, comme si elle recevait encore des invités dans un salon qui a cessé de vivre depuis longtemps. Et puis, il y a leur fille, Violette. Son histoire plane sur la maison avec une lourdeur différente. Une tristesse qui ne cherche pas à effrayer, mais qui s'impose malgré tout. À la fin des années 1880, humiliée par les ragots et abandonnée, elle met fin à ses jours sur le palier du second étage. Elle n'avait que 22 ans. On raconte qu'elle a laissé un mot, terminé par une phrase empruntée à un poème sur la mort. Quelque chose qui parlait de la folie de l'histoire humaine et du mystère de ce qui vient après. Depuis, beaucoup disent ressentir sa présence près de l'escalier. Une lourdeur soudaine dans la poitrine, une vague de chagrin sans raison. Certains racontent des larmes qui montent d'un coup, comme si l'air lui-même était chargé d'une peine ancienne. Une femme un jour aurait senti une main froide effleurer son épaule, suivie d'un murmure rassurant, presque maternel. D'autres affirment avoir vu une jeune femme en blanc traverser le palier, s'arrêter, puis regarder vers le bas, comme si elle attendait encore quelqu'un. La visite continue. Vous montez lentement l'escalier. La maison est immobile, pourtant chaque marche donne la sensation d'un regard invisible. Sur le palier, l'air se refroidit. Une odeur sèche flotte un instant, comme de la poudre ou un vieux métal chauffé. La guide parle à voix basse ici, en disant que c'est là. Et ces mots restent suspendus comme la poussière dans un rayon de lumière. Par les fenêtres du deuxième étage, on aperçoit San Diego moderne, lumineuse, vivante, indifférente, mais ici le temps n'a pas suivi. On entend encore, très loin, l'horloge du salon, comme si elle comptait des heures qui n'existent plus. Et au-dessus, les pas reviennent, décidés, comme si des bottes traversaient encore une ligne invisible. Puis d'un coup, tout s'arrête. Le silence qui suit est total mais pas vide. Il a une qualité particulière, celle de l'attente. La guide vous explique alors que la maison change après le coucher du soleil. L'air s'épaissit, la lumière des lampes paraît moins éclairée, les sons se comportent bizarrement. Parfois ils portent trop loin, parfois pas assez. Dehors, la place continue de vivre, mais ici, la Whaley House suit son propre rythme, lent, plus ancien. Dans les chambres de l'étage, on raconte les phénomènes les plus intimes. Dans l'ancienne nurserie, certains affirment entendre un berceau grincer doucement, comme un balancement régulier, presque apaisant. Des jouets changeraient parfois de place entre deux visites. Une poupée de porcelaine se retrouve souvent tournée vers la fenêtre, comme si elle fixait l'extérieur en attendant le retour de quelqu'un. Le personnel, lui, parle de rires d'enfants aux heures les plus calmes. Pas des cris agressifs, plutôt des petits éclats, furtifs, comme un jeu qui s'arrête dès qu'on approche. Certains soufflent que ce sont les enfants Whaley, qu'ils jouent quand tout est tranquille. Dans une pièce attenante, une odeur de tabac à pipe apparaît parfois sans source, et il arrive qu'on perçoive une sorte de fredonnement, grave, presque agréable, comme une mélodie ancienne qui s'enfonce dans le bois. Mais Yankee Jim, lui, ne serait pas toujours aussi discret. Certaines nuits de tempête, des visiteurs disent entendre un bruit de chaîne traîner sur le parquet, suivi d'un choc sourd, lourd comme l'écho d'une chute. Pas une attaque, pas une menace, plutôt une agitation, une peine ou une errance. La guide résume souvent d'une phrase « On ne construit pas sur un endroit comme celui-ci en espérant qu'il dorme ». Un soir, pendant une visite nocturne, un enregistreur capte ce qui ressemble à un rire d'homme, superposé à la voix du guide. Quand le son est isolé, le rire apparaît entre les mots, profond, résonnant, indiscutablement humain. La guide, en réécoutant, aurait simplement murmuré que Yankee Jim n'a jamais aimé être exclu de l'histoire. Des milliers de personnes sont passées ici. Touristes, historiens, sceptiques, croyants. Certains repartent avec des photos, d'autres repartent changés, sans savoir expliquer réellement pourquoi. Une garde du parc raconte qu'un soir, après la fermeture, elle a aperçu une silhouette près d'une fenêtre. Une femme en jupe sombre, une bougie à la main. Elle pensait d'abord à un reflet, puis la silhouette se serait tournée. La flamme aurait éclairé le visage et la femme aurait souri. Pas un sourire effrayant, un sourire qui ressemblait plutôt à un remerciement. À l'aube, la première lumière glisse à travers les volets et dort le salon. L'air s'allège, le parfum de lilas s'efface, la place dehors se réveille. Des bruits de pas, les voix, les cafés, la vie. La Whaley House, elle, semble soupirer, comme si ses présences se repliaient dans les angles, satisfaite, prête à se taire jusqu'au prochain passage. La guide ouvre la porte pour les premiers visiteurs du jour et glisse un bonjour dans le hall vide, comme par habitude. De la rue,
La maison redevient presque ordinaire. Une belle demeure ancienne, témoin d'une époque, mais ceux qui ont franchi le seuil savent mieux. Ici, le silence n'est pas une absence, c'est une mémoire. Et les esprits, loin d'être seulement terrifiants, semblent faire ce qu'ils ont toujours fait. Veiller sur la maison qu'ils n'ont jamais cessé d'aimer. Dans le Yorkshire, à Pontefract, il existe une rue comme il en existe mille. Des maisons en briques, des haies taillées, des clôtures basses. L'été, on y entend des rires d'enfants, l'odeur de l'herbe coupée et la banalité rassurante d'un quartier populaire. Et pourtant, au 30 East Drive, même au mois d'août, certains disent que l'air garde un froid discret, un frisson sans raison, comme si quelque chose derrière les rideaux restait éveillé. Tout commence en 1966, quand la famille Pritchard s'installe là. Au début, ce ne sont pas des cris, ni des apparitions, c'est de l'eau. Des flaques nettes qui apparaissent sur le sol de la cuisine, propres, comme si quelqu'un les déposait. On essuie, elles reviennent. On cherche une fuite, rien. L'eau vient et repart quand elle le décide. Puis le froid arrive. Un courant d'air brutal dans une pièce pourtant fermée. Des rideaux qui bougent sans fenêtre ouverte, des papiers qui s'éparpillent. Les lumières vacillent, des placards claquent et des pas résonnent dans l'escalier alors que personne ne s'y trouve. Au départ, on rit. Le père, Joe Pritchard, homme pratique, tente de rationaliser. La maison travaille, mais la maison ne travaille pas. Elle réagit, elle écoute et surtout, elle ne se calme pas. Les semaines suivantes, les phénomènes se multiplient. Des objets disparaissent puis réapparaissent ailleurs. L'eau du robinet change parfois d'aspect, comme si quelque chose salissait l'ordinaire. Les portes claquent sans prévenir, et un soir, un cadre se soulève doucement du mur, reste suspendu une seconde, puis tombe au sol. Alors, pour se protéger, la famille fait ce que font beaucoup de gens quand l'incompréhensible s'installe. Elle met un nom dessus, un nom presque moqueur parce que l'humour fait moins peur que la croyance. Il l'appelle Fred. Mais très vite, le phénomène semble choisir une cible. Le centre de gravité devient leur fille adolescente, Diane. Autour d'elle, l'activité change de nature. Les rideaux se déchirent, des meubles glissent et bloquent des passages, comme si la maison cherchait à enfermer. Diane raconte qu'une nuit, elle a senti une force invisible la saisir, la tirer hors du lit. Le lendemain, des marques apparaissent sur sa peau, assez nettes pour faire taire les blagues. Joe finit par crier dans le vide, comme on crie sur une tempête « laisse-la tranquille ». Et pendant un instant, tout se coupe. Une ampoule éclate, puis le silence retombe, pour un moment. Ensuite, un nouveau son arrive, plus glaçant que tous les coups et les portes. Un chant, grave, rythmé, qui semble monter dessous le plancher. L'air prend une odeur de terre humide, de cave, de vieux murs. La famille quitte alors la maison et n'y revient qu'accompagnée avec des voisins et un prêtre du coin. De l'eau bénite est répandue, des prières sont récitées et certains disent que les murs vibraient, comme si le bâtiment riait d'un rire muet. Quand tout se calme, le prêtre souffle, simplement une phrase, presque à regret. Ce n'est pas une hantise ordinaire. Les mois passent et la maison devient un théâtre. Tasses qui se déplacent sans main, objets qui traversent une pièce, meubles qui changent de place, des photos qui se tordent sur les murs, des visages qui semblent se flouter comme si quelqu'un refusait d'être reconnu. Plusieurs témoins affirment avoir vu des projectiles improbables. Pièces, billes, objets du quotidien surgir de nulle part. Un voisin est touché à l'épaule par une tasse qui se brise aussitôt comme si on avait voulu marquer le corps autant que l'esprit. Diane, elle, continue d'encaisser, secouée, épuisée mais debout. Sa grand-mère dira plus tard « Ça veut de l'attention, ne lui donne pas ce qu'il cherche ». Sauf que le 30 East Drive impose sa présence. La nuit, la maison se met à produire un bourdonnement, une vibration entre le gémissement et le soupir, comme si l'air lui-même avait appris à parler. Avec le temps, des témoins affirment voir, derrière le chaos, une silhouette. Un moine en robe noire, capuche basse, avançant lentement dans les pièces. Une forme solide, sans visage distinct, comme un vide habillé. Diane dira l'avoir aperçu en haut de l'escalier. Elle ne voyait pas ses traits, mais elle avait la certitude qu'il l'observait et que, d'une certaine manière, il appréciait la peur. L'enquête populaire remonte alors plus loin. On exhume une vieille histoire, celle d'un religieux exécuté des siècles auparavant, lié à un crime atroce commis sur un enfant. Dans les récits, l'exécution aurait eu lieu non loin de là, sur d'anciens terrains de justice. Les habitants murmurent que l'esprit serait revenu, attaché au sol qui a vu l'horreur, et que l'endroit précis, le jardin des Pritchard, tomberait sur la ligne de ces vieux supplices. Au début des années 70, la maison devient célèbre. Journalistes, enquêteurs, curieux affluent.
Certains écrivent qu'ils ont vu une forme sombre traverser un palier, une silhouette plus noire que l'ombre autour. On parle de clichés montrant des traces, des objets en suspension, des reflets impossibles dans des miroirs. Une médium résume l'idée avec une formule qui revient souvent. Ce n'est pas seulement un fantôme, c'est une mémoire du lieu, une violence qui a laissé une empreinte. Puis, aussi brusquement que tout avait commencé, l'activité finit par diminuer. Le vacarme s'éteint, mais les Pritchard restent persuadés que Fred est toujours là, simplement plus silencieux. Aujourd'hui encore, la maison reste debout, parfois ouverte à des veillées. Et ceux qui y entrent parlent des mêmes sensations. Le froid, les ombres qui semblent se déplacer à la limite du regard et surtout cette impression d'être compté, observé, pas forcément menacé mais enregistré. Des équipes modernes sont venues avec des caméras, des enregistreurs, des thermomètres, persuadées que la technologie forcera une vérité. Elles repartent souvent avec une impression étrange, comme si le bâtiment décidait lui-même de ce qu'il accepte de montrer. Comme si, à force d'insister, quelque chose se fermait, comme un esprit qui cligne des yeux. En 2015, une équipe de documentaires filme dans la cuisine. En pleine question, une porte de placard s'ouvre violemment derrière l'intervieweur. Les micros captent un souffle bas, râpeux, avec une pointe de rire. Puis, une petite cuillère se soulève du plan de travail et tombe au sol avec une précision presque intentionnelle. L'air devient assez froid pour que la respiration se voie et d'un seul coup, la chaleur revient comme si la maison avait changé d'humeur. Une autre nuit, un groupe tente le dialogue. Des tapotements réguliers comme un code, 3 coups pour oui, 2 pour non. On pose une question sur le moine. Un choc lourd répond. On demande si c'est de la colère, mais silence. On demande si on doit le laisser tranquille, un autre coup, puis plus rien. Un silence total, non pas comme une fuite, mais comme une réponse. Certains sceptiques parlent de psychologie, de tension familiale, d'adolescence, de canular possible, mais d'autres rappellent un détail. Trop de témoins, trop de récits cohérents et même un prêtre local qui admettra ne pas pouvoir expliquer ce qu'il a vu. Une force sans visage, intelligente, mais sans pitié. Quant à l'identité exacte, elle reste discutée. Moine exécuté ou autre figure liée au lieu, pour certains peu importe. Le moine noir est devenu une légende vivante du Yorkshire. Non pas un esprit né d'une mort, mais un esprit né d'une mémoire. Et au petit matin, quand la lumière traverse les rideaux fins et que la poussière danse dans l'air, la maison semble enfin neutre. Les meubles immobiles, le calme revenu, une horloge quelque part, impose son rythme et sa régularité. Dehors, la ville se réveille, la normalité reprend ses droits, mais le 30 East Drive reste là, silencieux, en attente. Et certains soirs, quand le vent traverse Pontefract, les voisins jurent entendre à nouveau ce qu'ils redoutent le plus. Un pas lourd dans l'escalier, puis un seul coup creux, comme si la maison venait de recompter les vivants. Mesdames et messieurs, on en a fini pour nos 10 histoires. J'espère que ça vous a intéressé, que ça vous a plu. Personnellement, j'ai adoré vous partager les secrets de certains lieux, les origines de certaines hantises. J'adore ce genre d'histoire. J'adore quand on découvre potentiellement la vérité derrière les cas de hantise, d'où ça peut venir. J'imagine que vous aussi en tout cas. Si cette vidéo vous a plu, je vous le rappelle, n'hésitez pas à laisser un j'aime et à vous abonner à la chaîne, c'est extrêmement important. Je vous remets encore une fois mon Instagram juste là, AkenTV, pour me suivre là-bas si vous avez l'application. Moi je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Prenez soin de vous, c'était Aken. Salut!